Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Carlton, je suis la directrice générale d'Orchestre Canada, Orchestras Canada. Donc, c'est une organisation virtuelle et on travaille là où on vit. Mon bureau est situé à Peterborough, en Ontario, sur les terres couvertes par l'accord de Rice Lake de 1818 et le traité Williams de 1923. Quelque chose qui m'est arrivé alors que j'honorais les terres sur lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est le concept de gestion de soins de ces terres et ces eaux, et de soins pour tous les êtres, de toutes nos relations, et l'impératif de penser à l'impact de nos actions maintenant en termes de répercussions sur cette génération. Tout ça, c'est ancré aux enseignements autochtones, fondamentaux à notre compréhension émergente de l'éco-durabilité. Et je suis reconnaissante pour pour ces enseignements et engagée à les honorer. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée, sera mise à votre disposition sur le site web d'Orchestre Canada. Et on va utiliser également la boîte de discussion pour recueillir vos questions et commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Et nous avons Richard et Tenaya avec nous qui vont faire la présentation et répondre aux questions. Alors, je vais d'abord présenter Richard Phillips et Tenaya King de Julie's Bicycle. Richard est consultant animateur pour durabilité dans le secteur musical chez Julie's Bicycle, qui est un organisme pionnier à but non lucratif axé sur culture et climat. Donc, Richard apporte son expertise en climat, environnement, à travers l'ensemble de la musique en temps réel, enregistré, les festivals, salles de spectacle, maisons de disques, équipes de gestion et tournées. Tenaya a rejoint Julie's Bicycle en 2024 comme spécialiste du changement climatique et de la durabilité. Elle soutient le programme Creative Green. Elle apporte 6 ans d'expérience dans le secteur de l'environnement et de la durabilité, passionnée par l'utilisation de la connexion, la communauté pour favoriser la résilience climatique et la justice. Elle a auparavant travaillé pour Green Music Australia, concentrant sur la durabilité de la scène musicale australienne. Notre travail avec ces personnes talentueuses et leurs collègues de Julie's Bicycle est né grâce au soutien du Conseil des arts du Canada et l'inspiration apportée par la participation au programme Creative Climate Leadership du Centre for Sustainable Practice, présenté en collaboration avec Julie's Bicycle. Et ça, c'était en 2022. Je vais maintenant passer le micro à Richard. Merci pour cette présentation. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler sur ce projet avec Catherine, Lauren, Boren et les autres membres du comité de direction pour développer un guide, une charte pour le secteur des orchestres au Canada. La raison pour laquelle on a décidé de se lancer dans ce projet et pourquoi maintenant, bon, il y a plusieurs réponses à cette question-là, mais pour dire ça simple, on sait que plus que 3 Canadiens sur 4 s'inquiètent des changements climatiques maintenant. Et donc, ça rime tout à fait à nos préoccupations suite à l'étude qui avait été lancée en 2023. Et donc, plus de 3 Canadiens sur 4 s'inquiètent des changements climatiques et de comment ça va avoir un impact sur l'avenir à court terme et à moyen terme. Donc, on a été chercher les opinions, les rétroactions de la part de différents membres à différents niveaux du secteur des orchestres et donc des personnes qui ont différents rôles. Et on a voulu comprendre quelle est la sensibilité des orchestres canadiens. Donc, 70% des orchestres canadiens s'entendent pour dire que le secteur classique peut avoir un impact environnemental positif. Et puis, troisièmement, on sait qu'il y a des bénéfices, des avantages économiques tangibles. On sait que ces avantages économiques tangibles peuvent être obtenus en prenant des mesures pour être plus durables maintenant. Donc, en réduisant les coûts comme bénéfices, en introduisant des nouvelles idées, nouvelles approches et en engageant également le public autour de ces enjeux-là. Et donc, en favorisant les actions que le public, en général, peut suivre, les gestes qu'il peut poser concrètement. Et également, il y a tous les avantages que l'on peut recueillir sur le plan de l'innovation aussi euh, dans les opérations. Donc, tous les éléments
sont là pour nous motiver à agir. Et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce parcours avec Orcas Canada et Julie's Bicycle. Donc, pour développer un guide et une charte qui vont guider un petit peu nos initiatives, nos actions. Alors, les objectifs, c'est d'abord d'offrir le premier guide d'action environnementale sur mesure pour les orchestres canadiens. Et puis, l'idée, c'était de rassembler en fait une action collective autour de ces enjeux-là. Et l'idée, c'était donc sensibiliser bien sûr au rôle que les orchestres peuvent jouer dans la lutte contre les enjeux environnementaux et mobiliser l'action collective derrière une charte nationale et sectorielle qui soit co-créée et bien sûr, ultimement, renforcer la résilience de notre secteur. Alors, j'aimerais Alors, une des choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées dans ce processus, c'est le niveau de consultation et de discussion qu'il y a eu. Pas juste nos rencontres avec Richard et à travers les rencontres qu'on a organisées régulièrement dans les groupes, dans les petits sous-groupes, mais vraiment toute l'interaction avec le comité de direction qui était formidable. Alors, je voulais le souligner, remercier tous ceux qui ont participé et ça inclut Rich Coburn de BIPOC Voices, euh, Simon Ouellet de l'Orchestre symphonique de Laval avant et maintenant au National Arts Center Orchestra, Marcus Gordon, compositeur pardon, euh, et trompettiste, et Riley Dupuis. Donc chacun a profondément contribué au travail que l'on a fait ensemble et je voulais profiter de cette occasion pour les remercier. Merci beaucoup, Catherine. Alors, pour développer ces ressources, donc le guide et la charte, qu'est-ce qui a nourri notre travail? Bon, d'abord, l'enquête sectorielle pour comprendre les besoins. On ne voulait pas se lancer dans cette initiative sans qu'il y ait une base solide, donc on a organisé une série de consultations pendant ces derniers mois, pendant cette dernière année, pour s'assurer que le document qu'on allait produire soit vraiment utile et adapté aux besoins. Donc, première étape, on a lancé une enquête sectorielle et avec une grosse participation, donc où les participants, dans le fond, nous ont parlé de leurs défis et de leurs idées aussi pour des actions environnementales. Et donc tout ça, ça a éclairé notre approche pour développer le contenu de ce guide. Et également, on a organisé une série de rencontres entre pairs avec les directeurs des orchestres, des orchestres avec des petits, moyens et gros budgets. Et donc, on a essayé de comprendre quels étaient les défis auxquels étaient confrontés des orchestres, mais de tailles différentes. Donc, on voulait avoir un éventail aussi grand que possible pour comprendre ces enjeux-là. Puis, on a également organisé des entrevues individuelles avec des leaders en développement durable pour que le changement puisse se produire vraiment sur le terrain. Donc, avec l'orchestre de l'Agora notamment et l'Orchestre symphonique de Toronto. Les résultats de ces conversations, c'était, ça nous a en fait amené à comprendre comment certaines actions pouvaient être entamées en apprenant des expériences des autres. Donc, voir comment des leaders dans le milieu avaient pu atteindre leurs objectifs de durabilité et s'inspirer dans le fond de ces initiatives-là. Alors, c'est le comité directeur aussi qui a été crucial parce que c'est lui qui nous a donné régulièrement sa rétroaction. Et on a également organisé une série de webinaires pour approfondir les actions, les concepts et puis pour approfondir aussi la communication avec le public. Et vous pouvez avoir l'enregistrement ou écouter l'enregistrement ou visionner ces webinaires en ligne. Donc, on on est là, en fait, pour vous présenter le produit final de cet effort collectif, qui est celui du guide et de la charte
donc pour la durabilité environnementale pour les orchestres canadiens. Alors, ce guide, le guide pratique, est conçu d'abord pour être facile à utiliser et en fait, il est articulé dans un format de tableau, donc qui présente différents niveaux et présente les actions que l'on peut initier. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça peut être les musiciens, les membres du personnel, les volontaires, les membres du CA, et à tous les niveaux. Et ça, ce guide vous donne aussi une indication des coûts que ça peut comporter lorsqu'on s'engage dans la mise en œuvre de certaines actions. Et ça souligne également quels sont les avantages pour chacune des actions que l'on pose, chacune des mesures. Alors, dans la plupart des cas, comme on l'expliquait, il y a certainement des avantages réciproques, autant sur le plan financier que opérationnel. Et ensuite, ça vous suggère toute une série de mesures, de domaines d'action dans lesquels vous pouvez vous engager. Donc, le guide couvre différents domaines d'action que vous voyez ici. Donc, on a des recommandations qui ont trait à la communication avec le public, euh, la mise en service, la programmation des événements, et puis dépendamment du contexte de votre orchestre, il y a des scénarios qui sont plus ou moins intéressants. Donc peut-être votre orchestre a une influence ou pas sur la façon dont il est géré. Donc ça dépend des différentes structures que vous avez. Mais vous pourrez trouver les éléments qui vous aident et qui vous guident pour vous engager plus en profondeur dans ces initiatives. Donc, je vais passer la parole à Tenaria qui va vous expliquer un petit peu comment utiliser le guide. Alors, merci, Richard. Donc, les actions, les mesures que l'on suggère dans ce guide, en fait, sont réparties en trois grands niveaux pour que ce soit plus facile de comprendre la pertinence ou peut-être simplement où est-ce que vous vous situez. Alors, les mesures les plus appropriées dépendront du contexte particulier de votre orchestre. Alors, dépendamment de votre emplacement, des temps et des fonds disponibles, ou des mesures que vous avez déjà prises aussi. Et puis, ça va dépendre aussi du niveau de votre orchestre, c'est-à-dire qui peut varier selon les activités, comme par exemple l'épargne énergétique ou la gestion des déchets, le transport, etc. Donc, vous allez lire, en fait, parcourir les chapitres et vous situer un peu et donc voir celles qui sont les actions, d'abord pour, disons, le niveau débutant, quelles sont les actions les plus faciles à mettre en œuvre, qui relèvent de votre contrôle direct et peuvent jeter des bases pour des futurs progrès. Ensuite, il y a le niveau intermédiaire, donc des actions ambitieuses qui ont un impact positif, un rendement potentiel plus important et qui peuvent nécessiter d'user aussi de votre influence. Et puis le niveau avancé, qui sont les actions les plus efficaces pour créer des impacts environnementaux positifs et aider également les autres à créer un changement plus large dans le secteur, au-delà du secteur. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent vraiment devenir potentiellement des leaders environnementaux, dépendamment de où vous vous positionnez en fait dans ces trois niveaux. Donc, chaque action suggérée ou chaque mesure suggérée a été répartie en trois grands niveaux. Comme on l'a vu, débutant, intermédiaire, avancé. Également, les mesures appropriées vont dépendre du contexte de votre orchestre. Donc ça, c'est comme une estimation pour vous donner un petit peu une idée, un ordre de grandeur. Mais ensuite, ça dépend des ressources dont vous disposez. euh, ou peut-être vous pensez que, en fait, vous n'imaginez pas l'impact que vous pouvez avoir en vous engageant dans certaines mesures. Donc ça vous permet d'avoir un peu des projections. Et parfois, ça va vous donner une idée des coûts. Et peut-être vous n'imaginiez pas qu'avec des coûts aussi limités, vous pouvez avoir un impact aussi important, par exemple. Ici.
Donc, vous avez une illustration du contenu du guide. Et donc, ça, c'est pour la première section, celle de leadership et gestion. Donc, vous avez les niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Et puis, vous avez donc l'échelle de dollars par feuille. Et donc, comme ça, vous pouvez passer d'une section à l'autre. Et si vous cliquez sur les liens, en fait, vous vous rendez au détail des domaines d'action. Donc, la description de l'action, euh, donc les liens vers les ressources, comment s'y prendre. Ensuite, vous avez les bénéfices, les avantages, et donc sociaux, financiers, stratégiques, le coût potentiel aussi en termes de ressources ou de temps. Et ça dépend encore une fois du contexte. Et voir également quels sont les avantages, même les nouvelles idées et les nouvelles opportunités même de collaboration. On présente également des études de cas et il y a beaucoup de personnes, autant des personnes, des individus que des orchestres, qui ont pris des initiatives, qui ont déjà lancé des initiatives avec des très bons résultats. Alors on s'en inspire et on les présente. Donc, euh, pendant la COVID, par exemple, il y a eu une présentation vidéo du Messie, d'Handel, et c'était très intéressant de voir cette approche nouvelle à la décolonisation de la musique classique, donc qui est souvent moins représentative des voix autochtones. Donc, c'était très intéressant de voir comment on peut collaborer aussi avec des voix autochtones sur cette plateforme. Et c'est un très bon exemple de collaboration. On a ça c'était pour le premier exemple, décoloniser la musique classique et avec le Toronto Symphony Orchestra. Le deuxième exemple, c'est Magnificent Roots de Frank Horvath. Et en fait, c'était une présentation de Symphonia Toronto sur les enjeux environnementaux, donc qui visait la sensibilisation et la collaboration avec les peuples autochtones, et l'innovation en matière d'orchestre. Et on a également le Gala de la Terre de l'Orchestre de l'Agora, autre initiative très intéressante, et Kindred Spirits Orchestra, qui est passé au sans-papier. On a eu d'autres exemples intéressants à Edmonton, qui a donc lancé une campagne euh, à vélo pour la symphonie de l'Edmonton Symphony Orchestra. Et une autre initiative intéressante pour réduire en fait l'utilisation des vols transatlantiques ou le nombre de billets achetés en prévoyant des périodes plus longues de permanence. Et donc ça, c'était l'initiative Réduire les impacts sur les déplacements grâce à l'horaire. Donc c'était l'initiative des Violons du Roi. Et puis également un projet de tournée au ralenti présenté par Ontario Presence. Et beaucoup d'autres exemples. La liste n'est pas exhaustive. Donc, les principes clés pour utiliser ce guide, bon, d'abord, accepter que l'on soit imparfait. Donc, n'ayez pas peur d'expérimenter, de tester, de vous tromper aussi. Et ne pas oublier que des petites actions peuvent aussi être très efficaces parce que ça peut être un début et pour l'ouverture pour quelque chose de plus grand. Collaboration absolument essentielle. Vous savez pas agir seul. Il y a beaucoup de collaborations qui peuvent être réalisées avec d'autres orchestres et on a une longue liste d'initiatives déjà existantes. Alors vous pouvez vous arrimer avec d'autres qui ont peut-être plus d'expérience. Donc peut-être ensuite à votre tour, vous pourrez relayer votre expérience.
Et c'est normal parce que c'est un cycle continu et c'est la raison pour laquelle on vous encourage à collaborer avec d'autres. Et n'oubliez pas d'utiliser de votre influence. Les orchestres peuvent avoir un impact positif majeur en inspirant son public et pas seulement en minimisant les impacts négatifs. Donc, l'influence est très, très importante. Pensez à comment utiliser cette influence auprès de votre public à travers différentes plateformes, y compris les médias sociaux et vos différentes plateformes de façon générale. Et je vais repasser le micro à Richard pour parler de la charte. Alors, ça vous donne un aperçu du guide. C'est un document très riche et vous pouvez y faire référence lorsque vous développez votre stratégie, lorsque vous pensez aux domaines d'action dans lesquels vous pouvez vous engager par rapport à des domaines plus spécifiques. Alors, consultez-le. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de conseils précieux et beaucoup d'avenues possibles. Alors, sans se laisser piéger par les détails, parce que parfois ça peut sembler complexe. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un guide simple, facile d'accès et de consultation. Alors, deuxième élément que l'on lance aujourd'hui, c'est la charte de durabilité environnementale pour les orchestres canadiens. Alors, c'est un document très simple de 5 pages qui présente des engagements clés en tant qu'organisme qui œuvre dans le secteur de la musique classique. Donc, la charte et le guide vont ensemble, bien sûr, et les engagements de la charte sont parfaitement en ligne avec les domaines d'action présentés dans le guide. Donc, en fait, vous prenez un engagement envers la durabilité et mesurez votre engagement par rapport au guide. Donc, encore une fois, la charte et le guide vont ensemble. L'idée, c'est de trouver une action, un domaine d'action, le puiser dans le guide et le mettre en œuvre à travers la charte. Alors, on a développé cela, sachant que les différents orchestres sont à des étapes différentes dans leur parcours vers l'éco-durabilité. Et donc, vous avez des niveaux d'ambition différents et vous pouvez faire le point régulièrement. L'idée de cette charte, c'est que ça s'applique, en fait, qu'elle reflète les ambitions des orchestres un peu partout au Canada, peu importe leur taille et leur importance. Donc, c'est pour, dans le fond, tout le monde, tous les orchestres. Les principes donc de la charte. Alors voici les secteurs dans lesquels on s'engage. Et Catherine va naviguer au travers de ces éléments. Donc ces 4 domaines, ces 4 sphères d'engagement ont trait à des activités au niveau senior d'abord, comme par exemple développer, donc disons, il s'agit de s'engager, de discuter de cette question-là au niveau de la direction, élaborer un plan environnemental, identifier certains domaines prioritaires, prendre en considération. Ensuite, il s'agit de mesurer, c'est-à-dire intégrer dès le départ une évaluation et une amélioration continue. Alors, si vous pouvez mesurer votre empreinte carbone, c'est très bien, c'est un plus, mais c'est pas l'objectif non plus. Voilà, il y a différentes façons où vous pouvez, en fait, qui vous permettent de mesurer vos progrès. Quand on parle ensuite d'amélioration, ça veut dire choisir des actions à mener année après année, chaque année une action différente en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait. Donc, on peut commencer comme débutant, ensuite intermédiaire et ensuite avancer, donc bâtir sur ce qui a déjà été réalisé avant. Et puis finalement, l'autre sphère, c'est celle de la communication. N'oubliez surtout pas d'en parler à l'interne, à votre CA et à l'externe également. Donc, donner une visibilité à ce que vous faites par rapport à vos artistes, à votre public. Donc, pour les engager dans ce parcours. Alors, euh, ce qu'on vous présente, c'est pas un cycle nécessairement.
mais chacune de ces actions, en fait, est unique dans le sens qu'elle doit être mesurée séparément. Donc, comme je vous disais, c'est un document très simple qui vous présente des objectifs clés pour chacun de ces quatre secteurs, ces quatre sphères. Et l'idée, c'est de se référer aussi au comité de direction pour s'assurer qu'on soit dans la bonne direction et trouver un équilibre entre l'ambition, entre ce qui est notre ambition, ce qui est réaliste et ce qui est pratique aussi, ce que l'on peut concrètement mettre en œuvre. Et je vais repasser le micro à Catherine qui va nous parler des engagements principaux. Alors, quelques mots d'abord pour faire le pont avec ce que disait Richard. Ce que l'on veut faire, c'est vraiment d'encadrer un engagement que l'on demande aux Canadiens d'assumer, de faire. Donc, c'est comme un départ de cette conversation. Une conversation qui commence à l'interne de l'organisation et à l'externe également. Donc, une des choses qu'on reconnaît tous dans le cadre du travail de consultation, c'est tout d'abord le niveau de l'engagement personnel de la part des intéressés, des parties prenantes, de l'orchestre, de la communauté des orchestres canadiens. Donc l'intérêt est très très élevé. Mais il faut commencer vraiment par un engagement personnel que l'on élargit petit à petit pour en fait agir comme moteur pour le changement que l'on souhaite voir. Donc en mettant sur pied, en fait en produisant une charte et un guide, l'idée c'est que l'on puisse consulter et revenir sur ces éléments. Et on vous encourage à utiliser cette charte comme un point de départ, si c'est un point de départ pour vous, dans votre parcours d'éco-durabilité. Alors, l'engagement, c'est celui d'abord d'intégrer des mesures favorisant l'éco-durabilité au sein de notre orchestre. Donc, c'est l'équipe de direction, c'est le conseil d'administration, c'est les musiciens, c'est tout le personnel en arrière-scène qui embarque. C'est vraiment le point de départ. Le deuxième engagement, ça a trait à l'amélioration, c'est-à-dire on s'engage à prendre des mesures qui visent l'amélioration de l'éco-durabilité au sein de notre orchestre au fil du temps. Donc, si on veut commencer uniquement à partir du moment où on sera parfait, on ne pourra jamais poser ses premiers pas. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'ordre d'idée qu'on commence là où on en est. Alors, pour mesurer le résultat, le rendement, donc on s'engage à comprendre notre rendement en matière d'éco-durabilité, à l'évaluer de la façon la plus convenable pour nous, parce qu'on sait qu'il y a déjà des outils pour mesurer notre empreinte carbone. Il y en a qui sont assez complexes à utiliser, mais on vous encourage à utiliser des outils pour mesurer vos progrès et aussi pour prendre vos décisions. Maintenant, pour ce qui est des communications, les orchestres sont organisés pour communiquer les choses à des groupes de personnes. Et donc, c'est le même principe que l'on applique lorsqu'on s'engage à communiquer à nos principaux intervenants, nos engagements et nos efforts qui visent à améliorer l'éco-durabilité. Alors, très important donc de communiquer ce que l'on fait. Alors, il ne s'agit pas simplement des belles phrases, des concepts nobles. Derrière ça, il y a toute une série d'actions, de mesures qui peuvent être prises pour chacun des engagements. Et là, on a juste quelques exemples. Donc, d'abord, l'adoption de la charte, adoption et endossement de la part du CA, et en parler avec la direction, avec les artistes, avec les bénévoles. Donc, encore une fois, cet engagement, ça ne peut pas être un engagement uniquement au niveau personnel, c'est quelque chose que l'on doit partager avec les parties prenantes au sein de l'organisation pour vraiment ancrer ces meilleures pratiques. Donc, on commence par l'individuel, mais par l'individu, chacun s'engage, mais ensuite, il faut élargir cela
à toute la communauté. Et donc, pour cela, on a des sous-engagements. Ensuite, donc, on vous invite à vous joindre à la communauté des orchestres qui prennent des mesures environnementales. Alors, c'est un engagement où en fait, une déclaration, on dit qu'on s'engage étape par étape à avancer vers une plus grande éco-durabilité. À partir et en partant du point où on est rendu maintenant. Voilà. Et on a également des codes QR ici, à l'écran, pour vous donner accès au matériel qui est maintenant disponible sur notre site web. Et j'aimerais remercier Patrimoine Canada pour nous avoir appuyés dans le matériel, dans le développement de matériel bilingue. Donc, tout ce que vous allez trouver en cliquant sur les liens, c'est du matériel en anglais et en français. Et également, on remercie le gouvernement pour nous avoir soutenus pour avoir offert l'interprétation simultanée. Alors, on vous invite à utiliser ces outils. Alors, d'abord, à y accéder, les télécharger et commencer à les utiliser, ces outils-là, et poser des questions, alimenter les discussions au sein de vos organisations. Nous, quant à nous, Orchestre Canada, on est tout à fait prêts à vous répondre, discuter avec vous de vos initiatives. Et c'est quelque chose que l'on va également intégrer dans nos rencontres de comités de direction et sous-comités. Et encore une fois, on est là pour poser des questions. On a avec nous Richard et Tenaya pendant quelques minutes encore avec nous parce que leur contrat arrive à un terme. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à eux directement et même par la suite. Alors, vous aurez les réponses des experts aujourd'hui qui sont là avec nous. Ou peut-être vous êtes tous pris par le téléchargement du guide, alors vous n'êtes pas prêts à poser des questions, peut-être. Alors, on a des marques d'appréciation. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est bien apprécié. Et je sais qu'il y a plusieurs intervenants de haut profil dans le domaine de l'environnement qui participent à cette rencontre aujourd'hui. Et c'est très bien. Alors, peut-être j'aurais dû préparer quelques questions et en utilisant l'anonymat pour poser des questions dans le chat. Alors, j'ai quand même une question, Richard. Je suis bien consciente que ma première expérience avec le guide des orchestres verts, en fait, remonte à 2010 ou 2012, le premier contact qu'on avait eu avec Julie's Bicycle. Et c'était pour, en fait, l'initiative avec l'Association des orchestres britanniques. Alors, 10 ans ou 15 ans plus tard, quel est le bilan? Quelles sont les pratiques que vous voyez appliquées au Royaume-Uni maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que les pratiques ont changé? Quels sont les changements que vous observez? Alors, le guide lui-même a évolué, bien sûr. Quand on parle du guide de 2010-2011 pour les orchestres britanniques, c'était une version de base. Maintenant, elle a été mise à jour. Et bien sûr que dans le cas du guide pour le Canada, il a été adapté au contexte. Et ça, c'est après avoir reçu l'éclairage des différents échanges que l'on a eus. Et donc, il y a eu beaucoup d'ajustements que l'on a fait pour adapter le guide au contexte des orchestres au Canada. Mais ceci dit, il y a il y a eu beaucoup de mises à jour, même sur le guide d'origine entre 2011 et 2025, parce que le contexte dans lequel on œuvre maintenant est complètement différent. Alors maintenant, il y a des activités qui sont organisées en ligne, alors qu'à l'époque, pratiquement tous les événements étaient en présentiel.
Et donc, on s'est axé beaucoup sur la justice environnementale chez Julius Bicycle, c'est-à-dire pour s'assurer que l'on euh, que l'on développe dans le fond des solutions différentes dépendamment de l'approche au changement climatique des différentes organisations. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont connu un développement depuis pendant les 15 dernières années. Et donc, on a également organisé une série de webinaires pour explorer tout cela plus en profondeur, pour voir aussi qu'est-ce que ça représente euh, au Canada, c'est-à-dire pour s'adapter au contexte dans lequel vous fonctionnez, qui est celui du Canada. Et donc, on a Jack de l'Association des orchestres britanniques qui est là avec nous. Et effectivement, 2010, c'était en fait l'année où ça a été lancé. Et je me souviens que j'étais très, très excitée cette année-là quand ça avait été lancé. Et euh, je me souviens d'une des recommandations qui parlait de l'organisation des tournées, essayer d'organiser les tournées pour que, en fait, on puisse se déplacer en train. Et même en 2010, déjà en 2010, c'était une option qui était très limitante au Canada. Alors, c'est intéressant de voir comment tout cela, ça a évolué. Et une des autres choses qui me revient à l'esprit, c'est le travail qu'on a essayé de faire dans ce guide pour s'assurer qu'il y ait des points d'entrée pour les organisations et les gens qui se trouvent aux différentes étapes du parcours. Et donc, dans le guide, on parle de maturité, mais en fait, l'idée, c'est d'être ouvert autant à intégrer des groupes qui sont un peu plus experts que des groupes qui commencent, qui sont à leur tout début. Et, et je vois d'ailleurs que l'on a une question de Carol qui nous dit que c'est un travail très inspirant. Est-ce que il y a des possibilités d'appliquer cela chez nous? Dans le fond, travail très inspirant. Est-ce qu'il y a des plans pour suivre l'adhésion et les engagements pris dans le cadre de la charte? Intéressé du point de vue de Culture for Climate Scotland, parce qu'on a une charte des arts vertes que les membres de notre initiative ont déjà signé, souscrit, ils sont invités à souscrire. Je serais curieuse de savoir quels sont les engagements en cours. Est-ce qu'il y aura une communauté de pratique active autour de la charte? Alors, on euh, on n'aura peut-être pas la masse critique au départ s'il y a juste Orchestre Canada, mais notre intention, c'est celle de pas juste élargir la conversation au sein du groupe de pairs que l'on a déjà mis sur pied, mais s'engager également avec d'autres organisations sur échelle pour voir ensemble comment est-ce que l'on peut arrimer le travail d'Orchestre Canada avec le travail d'autres organisations. Donc, ce sera une combinaison d'efforts, oui, d'Orchestre Canada, mais mettre ces efforts-là également dans le contexte des réseaux qui existent déjà dans le secteur des arts. Alors, bien sûr, le développement d'une communauté de pratique, c'est un de nos engagements, absolument, pour pouvoir continuer à discuter de cette charte et également pour être en fait un élément de mise en contact des différents intervenants dans le secteur des arts au Canada. Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, je me dis peut-être parfois on devrait avoir une petite musique de fond pour stimuler les réflexions et les questions. Mais ce que je détecte peut-être, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le téléchargement de la charte. Et je me rends compte que c'est vraiment le tout début de la prochaine étape de notre travail sur l'éco-durabilité au sein d'Orcas Canada. Donc, au nom de tous ceux, celles qui participent aujourd'hui, j'aimerais vous remercier beaucoup.
Merci d'avoir participé. J'aimerais remercier beaucoup aussi l'équipe de Julie's Bicycle pour leur expertise, pour leur contribution et pour tout l'apprentissage qu'ils ont partagé avec nous au sein d'Orchestre Canada. Merci pour votre patience, votre engagement tout au long de ce processus très, très intéressant et merci encore une fois pour la qualité extraordinaire de votre travail. Un travail qui est pratique, accessible et vraiment, vraiment utile. Alors, Tanaya Richard, au nom de toute l'équipe d'Orchestre Canada, un grand, grand merci. Et je pense que c'est ce qui nous amène à une clôture aujourd'hui. Je vais attirer votre attention une fois de plus, attirer votre attention sur les liens qui ont été partagés dans le chat pour aller télécharger le guide et la charte. Et puis vous avez également accès à notre chaîne YouTube où vous pouvez avoir accès à la rediffusion de notre webinaire, de nos webinaires d'ailleurs. Alors merci, merci à tous les participants, merci à notre interprète, merci beaucoup et j'ai bien hâte à notre collaboration, à la suite de notre Thank collaboration. you, and thanks everyone else, Catherine. Très belle suite de journée.